Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le président de la République a présidé ce matin la 17e séance du Conseil des ministres au palais présidentiel. Et au Yémen, arrêt des combats à Hodeïda au Yémen, donc ce mardi, trêve très précaire. Merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce mardi la 17e séance du Conseil des ministres qui s'est essentiellement focalisée sur l'adoption des budgets prévisionnels pour l'exercice 2019 pour plusieurs organismes d'État, dont la Caisse nationale de retraite, l'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique, le Fonds de développement économique, la Caisse militaire de retraite, l'aéroport, l'Agence nationale de la météorologie, le CRIPEN, Diwan Zakat, la société immobilière, ou encore l'Office djiboutien pour la propriété intellectuelle et commerciale, l'OPIC. Le Conseil a approuvé également un projet d'octroi de la pension de retraite aux veuves. Il suffit désormais que l'acte de mariage soit établi 2 ans avant le décès du mari pour que cette demi-pension soit reversée au lieu de 5 ans auparavant. Puis il n'est plus question que la veuve ait ou non des enfants pour que cette demi-pension soit reversée. Écoutons plutôt le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 17e séance du Conseil des ministres en ce mardi 18 décembre 2018. Étaient inscrites à l'ordre du jour 18 questions. La première question concerne un projet de loi portant amendement de certaines dispositions des articles 72 et 73 de la loi numéro 154 en 2002, 4e législature, portant codification du fonctionnement du régime général de retraite des travailleurs salariés, modifié par la loi numéro 121 en 2011 de la 6e législature. Ce projet de loi concerne l'attribution des pensions de réversion en matière de retraite. Il s'agit de la réduction de la durée d'antériorité du mariage, rabaissée à 2 ans pour les 2 régimes, général et particulier, au lieu de 5 ou 6 ans exigibles auparavant. Le projet de loi stipule également la suppression pure et simple de l'âge de 45 ans requis pour les veuves sans enfants. La deuxième question est relative à un projet de loi portant amendement de l'article 48 de la loi numéro 3 en 1992, 2e législature, modifié par la loi numéro 154, année 2002, 4e législature, portant réversion des modalités de contribution d'acquisition des droits à pension des veufs et orphelins des cotisants à la Caisse nationale de retraite. En cas d'existence au moment du décès de l'assuré d'un ou plusieurs enfants à charge du mariage, le droit à pension du conjoint survivant est acquis si le mariage a duré au moins 2 ans. Au moment du décès du travailleur, le droit à pension de réversion est également acquis en cas d'absence d'enfants à charge, à condition que le mariage ait duré 2 ans. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel pour l'exercice 2019 de la Caisse nationale de sécurité sociale, plus connu sous l'acronyme de CNSS. Le budget prévisionnel de l'exercice 2019 de la CNSS s'établit en recettes prévisionnelles à 25 milliards 459 505 462 francs, en dépenses totales prévisionnelles à 21 milliards 827 087 310 francs Djibouti. Le résultat excédentaire est de 3 milliards 632 418 152 francs Djibouti. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2019 de l'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique, plus connu sous l'appellation ou l'acronyme de l'ODEC. Le budget de l'ODEC s'établit comme suit. En produit à 718 837 464 francs Djibouti et en charge à 718 837 464 francs Djibouti. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2019 du Fonds de développement économique de Djibouti. Le budget prévisionnel 2019 du F2ED s'établit en produit à 554 534 894 francs Djibouti et en charge à 435
692 458 francs Djibouti. L'excédent est de 91 842 437 francs Djibouti. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la société Palmeraie Développement. Cette parcelle située au Saline Ouest, route de Venise, est attribuée à titre onéreux, à hauteur de 1000 francs Djibouti par mètre carré. La parcelle est destinée à l'implantation d'un complexe hôtelier touristique. La septième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2019 de la Caisse militaire de retraite. Le budget prévisionnel de la Caisse militaire de retraite s'élève en recettes à 1 889 746 539 francs Djibouti et en dépenses à 2 149 167 831 francs Djibouti, soit un déficit de 259 421 292 francs Djibouti. La huitième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget de l'aéroport international de Djibouti. Ce budget prévisionnel 2019 de l'aéroport s'établit en produit à 3 435 242 782 francs Djibouti et en charge d'exploitation à 3 168 914 360 francs Djibouti, avec un résultat net excédentaire de 266 328 422 francs Djibouti. La neuvième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget provisionnel 2019 de l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti. L'Agence de la météo a un budget de fonctionnement de 182 281 814 francs Djibouti. L'investissement prévu est de 107 millions de francs Djibouti apportés par l'aéroport à hauteur de 70 millions et de 36 697 800 francs Djibouti sur budget de l'État. Le Conseil s'est aussi penché sur plusieurs autres questions, dont l'octroi de parcelles de terrain ou la désignation de hauts responsables, suivant les propos du chef de la diplomatie djiboutienne. La dixième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2019 du Centre de recherche et d'information de production de l'éducation nationale, connu sous l'acronyme de CRIPEN. Le budget 2019 du CRIPEN s'établit en produit et en charge à 539 434 331 francs Djibouti. La subvention apportée par le budget national est de 489 434 331 francs Djibouti. Les ressources propres du CRIPEN, provenant de la vente des matériels ou des manuels, plus exactement, sont estimées à 50 millions de francs Djibouti. La 11e question concerne un projet d'arrêté accordant l'accréditation de la licence professionnelle en comptabilité finance à l'Institut africain de Djibouti. Cette licence vise à accorder à l'Institut africain de Djibouti une accréditation pour des formations. Une commission constituée d'experts de l'Université de Djibouti a examiné les documents réglementaires produits par cet institut et a estimé que les conditions satisfaisantes pour l'obtention de la dite accréditation ont été réunies. La 12e question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel du Diwan Zakat pour l'exercice 2019. Ce budget 2019 du Diwan est estimé à 320 900 000 francs Djibouti. Les recettes sont constituées principalement des revenus de location, des biens appartenant au Diwan et des subventions publiques. La distribution totale de la zakat collectée en 2018 s'élève à 142 800 000 francs Djibouti. Le Diwan de la zakat assure également la gestion du programme de parrainage des orphelins dont le montant s'élève à 130 140 000 francs Djibouti. La 13e question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2019 du Diwan des biens WARF. Le budget 2019 du Diwan des biens WARF s'établit en produit à 499 192 977 francs Djibouti et en charge à 278 388 132 francs Djibouti et en investissement à 128 millions. Et le remboursement d'emprunt à 92 995
898 francs Djibouti. La 14e question est relative à un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'agence de réhabilitation urbaine et du logement social, plus connu sous l'acronyme AROLOS. Le présent projet de décret s'inscrit dans l'application des dispositions de la loi numéro 9 du 2018, 8e législature, du 25 juin 2018, portant création de l'AROLOS. La nouvelle agence aura pour mission de réaliser des programmes de construction de logements sociaux, de mettre en œuvre des opérations et de restructuration, de réhabilitation des habitations précaires, de faciliter l'accession à la propriété foncière et d'accompagner les initiatives d'autoconstruction par l'octroi de prêts en matériaux de construction. Il est présenté dans ce projet de décret le fonctionnement ainsi que les prérogatives des différentes structures qui serviront de support aux attributions de cette agence. La 15e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget provisionnel pour l'exercice 2019 de la Société immobilière de Djibouti. Ce budget 2019 de la Société immobilière de Djibouti s'établit en produit d'exploitation à hauteur de 3 962 135 000 francs Djibouti contre 3 52 683 538 francs Djibouti en 2018, soit une augmentation de 29,7%. Les charges de fonctionnement de 2019, quant à elles, s'élèvent à 1 54 563 535 francs Djibouti contre 919 634 francs Djibouti en 2018, soit une augmentation de 15% avec un résultat bénéficiaire de 2 879 225 805 francs Djibouti. La 16e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale pour l'exercice 2019, office connu sous l'acronyme ODPIC. Le budget 2019 de l'ODPIC s'établit en produit à 315 883 099 francs Djibouti et en charge à 315 883 099 francs Djibouti. L'ODPIC œuvre à l'amélioration de l'environnement des affaires à travers son action directe et engagée au guichet unique, dans lequel il assure la présidence du comité des directeurs depuis septembre 2018. L'ODPIC prévoit également la mise en œuvre d'un identifiant commun des entreprises afin que chaque entreprise puisse avoir une carte d'identité commerciale reconnaissable auprès de tous les services de l'État. La 17e question concerne un projet d'amendement d'un accord de don destiné à la construction du barrage de Ouéa sur financement turc. Le financement initial de 11 millions d'euros est augmenté à 17,5 millions d'euros dû au fait des coûts supplémentaires occasionnés par les dégâts provoqués au barrage en construction par les inondations du cyclone Sagar. La 18e question concerne un projet de décret portant nomination du directeur général du Centre de leadership et d'entrepreneuriat, plus connu sous l'acronyme CLÉ. Madame Oubah Ahmed Malo est nommée directrice générale de ce centre de leadership et d'entrepreneuriat. Dans le reste de l'actualité, la délégation de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, comprenant le docteur Samuel Urkato, ministre des Mines, de l'Énergie et du Gaz naturel, et le docteur Kwang Tutlam, ministre d'État en charge du pétrole, ainsi que 3 autres hauts responsables, s'est rendu hier après-midi au terminal à conteneurs de Doralé, où elle a été accueillie à son arrivée par le directeur général de la société de gestion du terminal à conteneurs, Abdullahi Adawi, et ses proches collaborateurs. Le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a tenu à accompagner et conduire sur les lieux cette délégation. Le directeur général de la société de gestion du terminal à conteneurs a fourni toutes les informations et données nécessaires sur les activités du terminal à conteneurs de Doralé qui s'apprête à célébrer le 10e anniversaire depuis son entrée en service. La délégation éthiopienne s'est déplacée ensuite vers le terminal pétrolier de Doralé, le terminal Horizon de Doralé, où se dressent d'imposantes cuves contenant différents types de produits pétroliers. La délégation éthiopienne s'est dirigée par la suite vers le nouveau port multiservice de Doralé. Le directeur des opérations, Bahar Mahmoud, a fourni également toutes les explications sur les activités et les services fournis par cette dernière infrastructure pétrolière.
Et les ambassadeurs djiboutiens en poste dans plusieurs capitales à travers le monde ont à leur tour visité aujourd'hui les infrastructures portuaires du pays. C'est un commentaire de Samatar Saïd. DMP a accueilli aujourd'hui les ambassadeurs de Djibouti accrédités à l'étranger dans la salle de réunion de DMP, s'imprégner des réalités des infrastructures portuaires de notre pays. Le président des autorités des ports et de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, et le directeur des ports de Djibouti, Saad Marguelé, ont co-présidé cette réunion. L'objectif de cette réunion consiste, à travers cette rencontre avec les ambassadeurs de Djibouti accrédités à l'étranger, cherche à attirer des investisseurs dans le pays où ils sont accrédités. Dans une interview qu'il nous a accordée, le président des autorités des ports des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a indiqué que nos ambassadeurs, pour leur visite aujourd'hui au DMP, à Free Zone, ont reçu de notre part toutes les informations, ressources, afin qu'ils puissent transmettre aux investisseurs dans le pays qu'ils représentent, la République de Djibouti. Cette rencontre avec nos ambassadeurs, a poursuivi M. Aboubakar Omar Hadi, tombe à un point nommé, puisqu'elle s'inscrit dans la préparation d'une conférence qui se tiendra en mars prochain qui devra réunir un grand parterre des sociétés maritimes internationales. Au terme de leur visite à la Free Trade Zone internationale au PK23, les membres de la délégation des ambassadeurs nous ont livré leur impression sur cette visite effectuée au pied des infrastructures portuaires, mais aussi sur l'objectif de la réunion à Djibouti. Nous sommes ici aujourd'hui en train de regarder et de voir de visu le formidable potentiel que nous avons grâce au président des autorités du port. Nous avons pu voir. D'abord, nous avons eu une réunion de travail dans laquelle il nous a expliqué les tenants et les aboutissants de la politique éclairée du chef de l'État dans le domaine des transports, dans le hub maritime que représente la République de Djibouti et ce qu'on considère Djibouti comme un potentiel Singapour de la Corne de l'Afrique. Donc aujourd'hui, nous avons pu apprendre de visu, tous les ambassadeurs, les consuls généraux de la République de Djibouti présents sur place, ce qui se fait de meilleur dans le pays. Maintenant, nous avons l'occasion de visiter le DMP. Nous aurons également l'occasion de visiter la zone franche commerciale, qui est la plus grande zone franche commerciale de l'Afrique de l'Est. Donc, toutes ces potentialités nous alimenteront nos débats et nous permettront à nous, ambassadeurs et représentants à l'extérieur, de pouvoir attirer les investisseurs, discuter avec nos partenaires et faire le lobby de Djibouti. Rappelons que notre pays dispose d'une infrastructure portuaire, aéroportière, ferroviaire et routière qui aspire à devenir un hub économique et régional ainsi qu'international. Et la 9e réunion des pays membres de l'IGAD sur les mesures à prendre pour contrer les conséquences d'éventuelles sécheresses et les famines qu'elles peuvent engendrer s'est ouverte hier après-midi. Plusieurs organismes des pays partenaires de l'IGAD qui financent ces projets participent à cette rencontre où des plans et programmes quinquennaux sont établis. La suite dans cette séquence. Le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage, des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, a présidé hier la cérémonie d'ouverture de ces assises des travaux de la 9e réunion du comité de pilotage de la stratégie pour la résilience aux catastrophes dues à la sécheresse de son acronyme anglais IDRISI, initié par l'IGAD. C'est en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Adam Koulash, du secrétaire exécutif et du directeur de la division de la culture de l'environnement de l'IGAD, respectivement Mahboub Malin et M. Mohamed Moussa, ainsi que des représentants des pays partenaires de cette stratégie qui consiste à mettre fin aux crises de sécheresse dans la région, à savoir la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'USAID, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, la Finlande et le Norvège. Dans son discours, M. Mohamed Ahmed Awale a rappelé aussi que l'initiative d'Idrissi est une stratégie de 15 ans qui se fera en 3 phases de 5 ans chacune, visant à traiter les causes profondes de la vulnérabilité dans les zones rurales sujettes à la sécheresse. La première phase, a-t-il dit, de 5 ans s'est écoulée et la première génération des projets de résilience sont en cours. La réalisation avec un impact positif de la communauté rurale vulnérable, a-t-il ajouté. Le ministre a souligné en outre que la majorité des têtes de bétail ont survécu aux effets de la récente sécheresse dans la région grâce au développement des systèmes pastoraux et agro-pastoraux qui ont pérennisé les pâturages et les ressources en eau. Il n'a pas manqué par la suite de remercier les partenaires au développement et les donateurs qui ont soutenu cette initiative. Je suis assez confiant qu'ils seront avec nous pendant les 2e et 3e phases, car la résilience à la sécheresse ne peut pas se développer dans un court de laps de temps, a-t-il lancé à l'endroit de représentants de l'organisme partenaire des pays donateurs réunis pour cette occasion par l'IGAD.
Fin connaisseur du sujet, le ministre Mohamed Ahmed Awale a mis l'accent sur la nécessaire mise en œuvre des grandes lignes directives du document de référence de base pour l'exécution de la stratégie de résilience à la sécheresse et le document du programme des pays d'IPP qui, selon lui, ont été validés en août 2012. Cette 9e réunion du comité de pilotage de la stratégie pour la résilience aux catastrophes dues à la sécheresse consiste à présenter des actions cohérentes pour répondre aux besoins de l'ensemble des communautés rurales, pour renforcer la politique de développement durable en introduisant des mesures de prévention et de gestion des crises en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire ainsi la vulnérabilité des populations touchées par les catastrophes dues à la sécheresse. Santé à présent, le ministre de la Santé a reçu une importante délégation de l'IGAD conduite par le secrétaire exécutif dans le cadre de la mise en place d'un plan commun de coordination et de collaboration dans le domaine de santé. En effet, le ministre de la Santé et le secrétaire exécutif de l'IGAD ont discuté des voies et moyens de renforcer leur coopération en vue d'intensifier les actions communes centrées sur des projets et des programmes à dimension transfrontalière ou régionale. Rappelant toutefois que le secrétaire général du ministère de la Santé ainsi que plusieurs directeurs et cadres du département de la santé ont pris part à cette réunion de travail avec l'IGAD. En nouvelle nationale, toujours une mission de Fonds monétaire international, le FMI, vient d'achever ses consultations à Djibouti sur la situation économique, financière et le développement du pays. La délégation du FMI, conduite par Stéphane Roudet, a eu plusieurs réunions de travail avec le ministre des Finances, celui du Budget et le gouverneur de la Banque centrale, notamment. Reportage. Stratégie d'investissement dans les infrastructures de Djibouti offre de grandes opportunités de croissance économique. C'est ce qu'a déclaré hier la mission responsable d'évaluation du FMI qui séjourne actuellement à Djibouti. Cette mission du FMI a remis hier, lors d'une réunion tenue à la Banque centrale de Djibouti, leur rapport final aux autorités financières et budgétaires du pays. Réunion qui a vu entre autres la participation du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, du ministre du budget, Bodi Ahmed Roublé, et du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Osman. En effet, selon la mission du FMI, la stratégie d'investissement dans les infrastructures qui vise à transformer l'économie djiboutienne et positionner le pays en tant que pôle logistique et commercial pour la sous-région offre de grandes opportunités de croissance économique et de développement. Toutefois, le financement de cette stratégie à travers des prêts et donc des dettes est susceptible de présenter des risques pour l'économie djiboutienne, souligne le rapport. La mission du FMI a toutefois ajouté que les autorités djiboutiennes ont commencé à mettre en œuvre des réformes pour gérer les risques intrinsèques à leur stratégie de développement et maintenir une croissance forte. Nous avons rencontré les autorités ce matin pour discuter des conclusions principales de l'exercice. La question de l'inclusivité de cette croissance est très importante et était au centre de nos discussions dans le cadre des consultations article 4. Et pour qu'elle soit plus inclusive, il y a plusieurs dimensions en matière de réforme et de politique. On a parlé de la gouvernance, c'est un aspect important. Les aspects de redistribution de ces fruits de la croissance sont très liés à l'amélioration de la bonne gouvernance, mais également la réforme du secteur éducatif pour que les cursus et ce que les jeunes apprennent à l'école soient bien en ligne avec les demandes des investisseurs et des entreprises. Pour que Ces réformes devraient être approfondies et accélérées afin de permettre la transition vers une croissance plus inclusive et durable tirée par l'investissement et le développement du secteur privé. La croissance économique devrait se maintenir à environ 6,5% cette année. Elle devrait rester robuste à 6% en moyenne dans les 5 prochaines années, tirée principalement par les exportations et l'investissement privé, selon la mission du FMI. Enfin, les autorités sont encouragées à poursuivre ces efforts afin de favoriser davantage la concurrence dans l'économie. Et le ministère délégué à la décentralisation a clôturé hier au Palais du Peuple un atelier de validation d'un rapport élaboré pour améliorer la situation de l'état civil dans tous les centres du pays. Le rapport d'étude a été dirigé par une équipe de consultants nationaux au profit du ministère délégué à la décentralisation avec l'appui des partenaires dont l'UNICEF. À noter que cette étude soumise pour validation au cours de cet atelier qui a duré 2 jours avait fait déjà l'objet de 2 réunions du comité technique avant la validation. Elle s'inscrit dans les actions prioritaires arrêtées lors de la validation du rapport sur l'analyse des goulots d'étranglement du système d'enregistrement des naissances réalisé pour le compte du ministère délégué à la décentralisation. Elle va aider celui-ci à proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des centres d'état civil sur l'ensemble du pays. Qui a duré 2 jours
concerne tous les centres d'état civil. Il y a eu 2 experts, 2 consultants qui ont fait le rapport, l'un sur l'état de lieu des centres d'état civil et l'autre sur les systèmes juridiques pour l'état civil. Et à l'initiative de la Commission nationale des droits de l'homme et du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, les parlementaires djiboutiens ont été interpellés pour qu'ils s'engagent fortement dans la prévention des actes nuisibles sur les jeunes filles subissant des mutilations génitales féminines. Les députés doivent à leur tour dire stop au MGF. La suite dans ce commentaire. Cet atelier, organisé en collaboration avec le FNUAP, qui mène sur certains nombres d'ateliers, dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour l'abandon total des MGF, a regroupé un grand nombre de parlementaires, dont le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, pour discuter du thème des MGF et de la santé reproductive. Pour la représentante du FNUAP qui s'est exprimée lors de cet atelier et le président du CNDH, Suleiman Omar, les MGF sont avant tout une question qui relève du droit humain et qui est interdite dans la pratique et illégale dans notre pays. Les pratiques des MGF, ont-ils indiqué, est une question fondamentalement contraire aux droits humains. Le président de l'Assemblée nationale, qui s'exprime devant ses pairs parlementaires, et le président de la CNDH et de la représentante du FNUAP a indiqué pour sa part que l'arsenal juridique pour combattre les pratiques des MGF est déjà complet, offrant une base juridique pour agir. La mobilisation accrue des pays africains en faveur de l'abandon de l'excision et des MGF et la multitude d'initiatives régionales visant l'abandon de cette pratique a été un moment marquant depuis l'entrée en vigueur du protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les droits des femmes qui sont pleinement appliqués, et c'est là une avancée significative pour l'abandon de l'excision et des MGF. Tant et si bien que l'arsenal juridique est déjà très complet et nous avons désormais une base juridique complète pour agir et tordre le cou à cette pratique ancestrale néfaste et violente. Cependant, l'abandon de l'excision et des MGF ne pourra être réalisé que par un mouvement global faisant intervenir tous les acteurs, tant publics que privés. C'est dans un élan et une détermination commune que nous mettrons un terme à l'excision et au MGF afin d'atteindre l'objectif de l'abandon de cette pratique. Pour cela, nous devons renforcer le rôle et le fonctionnement du Parlement. Une structure parlementaire devrait être chargée de suivre la question de l'excision et des MGF pour monitorer la mise en œuvre de plans d'action nationaux pour l'abandon de l'excision et des MGF. Honorables députés, nous devrions songer à organiser régulièrement un débat parlementaire sur cette question afin d'attirer l'attention du public et d'évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées sur la base d'indicateurs clairs et comparables. Nous, parlementaires, devrons mieux contrôler l'action du gouvernement et s'assurer que les engagements internationaux et régionaux pris par notre pays en tant qu'État partie ou signataire des différents textes internationaux qui protègent les libertés et les droits fondamentaux des femmes et des enfants sont mis en œuvre au niveau national. Les instances publiques et parapubliques ainsi que les organisations associatives et la société civile doivent nous accompagner dans cette lutte afin de rompre définitivement avec les MGF. Ces discussions autour du thème des MGF visant à sensibiliser les représentants du peuple et législateurs du pays devraient se poursuivre durant 2 jours afin que ces derniers soient mieux informés sur cette question qui revêt une importance capitale pour la femme djiboutienne et donc partant de là de l'avenir du pays. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a organisé comme chaque année des séances de sensibilisation concernant l'alphabétisation des femmes dans tout le pays. La réunion qui s'est tenue dans cette optique au siège de l'UNFD a vu la participation de la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Mohamed Belil, de la coordinatrice du programme, Rukia Ali, et le coordinateur national d'alphabétisation, Abdillahi, et des représentants des différents quartiers. Cette première réunion est la sensibilisation de lancement du cours dans les différents quartiers de la capitale et dans les
les régions ainsi que les heures de participation. Les représentants ont mis l'accent sur les difficultés dans l'enseignement mis en place par l'UNFD pour améliorer leur participation et ont présenté leur satisfaction pour les différents programmes mis en place et pour être donc indépendants dans leurs tâches quotidiennes et leur commerce. L'Union nationale des femmes djiboutiennes aide les femmes djiboutiennes dans les différents domaines. L'éducation des femmes et leur participation à la vie économique et sociale du pays sont parmi les priorités de la feuille de route de l'UNFD. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales. En Somalie, le commandement des forces américaines pour l'Afrique, l'Africom, a annoncé avoir mené 6 frappes aériennes en Somalie au cours du week-end qui auraient fait 62 morts dans les rangs des miliciens islamistes Shebab. L'Africom précise que 6 frappes ont été menées au total samedi et dimanche dans le secteur de Gandarch, une ville côtière sur l'océan Indien située à une 50aine de kilomètres au sud-ouest de Mogadiscio, en coordination avec le gouvernement fédéral de Somalie. D'après les évaluations menées, les 4 frappes de samedi ont tué 34 miliciens Shebab, 28 autres ont été tués dans le deux frappes menées le lendemain. À ce stade, nous jugeons qu'aucun civil n'a été blessé ou tué dans ces frappes, a ajouté l'Africom dans son communiqué. Et au Yémen, après une flambée de violence, les armes se sont tues ce mardi dans la ville de Hodeïda, principal front de la guerre, à la suite de l'entrée en vigueur d'une trêve négociée par l'ONU, mais qui reste très fragile. Malgré un accord sur un cessez-le-feu immédiat conclu le 13 décembre dernier à Stockholm, en Suède, entre les forces pro-gouvernementales yéménites et les rebelles houthis, des affrontements parfois violents ont secoué par intermittence cette ville clé de l'ouest du pays. Hier, l'ONU a annoncé que la trêve entrerait finalement en vigueur à minuit local, donc après un retard dû à des raisons opérationnelles non précisées. Après plusieurs mois de combats qui ont fait des centaines de morts et fait craindre une aggravation de la crise humanitaire, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, a multiplié les efforts pour une interruption des violences afin d'ouvrir la voie aux consultations de paix en Suède. Une grande prudence reste néanmoins de mise quant à la viabilité du cessez-le-feu, alors que 7 trêves négociées par l'ONU ont échoué depuis le début de la guerre. Et une très grande majorité d'États ont voté un pacte pour les réfugiés aux Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies donc a adopté hier une très grande majorité, un pacte mondial qui s'adresse aux 25 millions de réfugiés dans le monde. Seuls les États-Unis et la Hongrie se sont opposés à ce texte non contraignant qui doit permettre une meilleure coopération entre les États membres et de mieux aider les pays d'accueil. Washington et Budapest ont mis en avant leur souveraineté nationale. L'ONU a salué une journée historique. Contrairement au pacte de Marrakech sur les migrations, le pacte pour les réfugiés qui fuient la guerre ou les persécutions n'a pas provoqué de levée de bouclier. Il est passé relativement inaperçu. C'est pourtant un texte essentiel. Négocié ces derniers 18 mois à Genève, il s'appuie sur la Convention de 1951 pour les droits des réfugiés qu'il renforce sur la question de la coopération internationale. Confrontés à une vaste crise des réfugiés et des migrants à leurs frontières sud, les États-Unis se sont opposés à ce pacte, mais ils ont assuré qu'ils continuaient à soutenir à hauteur d'1,6 milliard de dollars le travail du Haut Commissariat aux réfugiés. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.